Le score. Le score. Vous devez cru et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique, de la conversation et aujourd'hui, une cour. Pas la mienne, c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai qu'une couronne en contreplaqué. Mais la cour de France, circa 17e siècle, le théâtre de la série qui amène mes deux invités. Elle était le rôle titre de la série Les 7 vies de Léa. On a pu la voir dans le film Coupé et tout récemment dans La Venue de l'avenir de Cédric Clapiche, mais aussi dans la série d'Ovidie, Des gens bien ordinaires, avec pour partenaire mon deuxième invité, comédien tout aussi épatant dans Un métier sérieux de Thomas Lilti, dans la série Mytho de Fabrice Gobert ou L'île aux 30 cercueils de Frédéric Mermoux, filmo évidemment non exhaustive. Ils sont tous les deux parfaits dans la mini-série Une amitié dangereuse signée Alain Tasma, le duo que je souhaite dorénavant et contractuellement voir dans toutes mes séries. Raïka Hazanavicius et Jérémy Gillet, bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour. Et merci de passer par ce studio. Merci. La série débute ce soir car nous sommes mercredi, 21h10 sur France 2. Elle est déjà en ligne sur France.tv. Est-ce qu'il y a un petit stress ? Oui, je pense qu'il y a un petit stress à chaque fois qu'il y a un projet qui sort et dans lequel on a mis autant de nous. Enfin, moi je parle de mon perso, mais il y a eu beaucoup de travail abattu pour ce rôle. Donc oui, il y a un petit stress. On espère que ce sera vu et que ce sera bien reçu. Raïka, stressée ou détendue ? Pas trop stressée parce que on a pu voir la série en entier, qu'elle est vraiment chouette, qu'on a bien travaillé. Moi, je l'ai vraiment vu. Mon personnage dans la série est très spectatrice de ce qui se passe, très dans l'analyse, et je vis un peu cette série comme ça. Et j'en suis hyper fière. Je trouve que tout le monde a fait un travail formidable. Kelly Despaux, l'actrice principale, Jérémy, tout le monde. Du coup, je suis plus excitée. J'ai hâte que les premiers retours, bien sûr, évidemment. Les gens voient, Je précise d'ailleurs que Jérémy a décroché le prix du meilleur acteur de la compétition française au festival Cerimania. Oui. C'est un petit facteur rassurant, j'imagine. On se dit qu'a priori, on n'a pas trop mal bossé. J'étais très content, parce que vraiment, j'ai travaillé pendant un an, notamment sur le bégaiement, sur l'équitation, la fauconnerie et tout. Donc, j'étais très content de voir ce travail-là récompensé. J'étais aussi content pour Alain parce qu'il a porté ce projet pendant 7 ans. Il l'a écrit à 7 ans. Donc, ça me faisait très plaisir de voir que la résilience de sa part était récompensée dans un festival aussi grand que Cerimania. C'était super. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours ? Et à quoi elle vous sert ? Alors, moi, la musique... En fait, la musique, c'est un truc que j'admire énormément depuis toujours. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui en font, qui chantent, qui ont une sensibilité. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas. Enfin, je veux dire, j'adore la musique, mais je sais pas du tout chanter. Je maîtrise pas du tout. C'est un langage que je comprends pas et c'est pas faute d'avoir essayé. Et c'est vraiment pas mon talent. Mais du coup, je regarde vraiment ça comme une petite fille et j'admire tellement. Même quand je vais au concert, il y a toute une expérience. J'avais entendu une phrase qui disait que les acteurs, c'est des rockstars qui savent pas chanter. Comme s'il y avait un fantasme continu de vouloir être à cette place et de pas pouvoir. Donc, j'ai vraiment un respect énorme pour la musique. J'en écoute un peu tous les jours sans être une grande digueuse parce que j'ai l'impression d'être face à un océan que je maîtriserai jamais. Et du coup, je suis trop contente de tomber sur des trucs et de parler avec des gens qui aiment la musique parce que c'est vraiment passionnant de voir à quel point les gens se rencontrent. Grâce à ça. Bien sûr. Jérémy ? Je suis d'accord avec Raïka sur le côté mystérieux de la chose et à quel point c'est un langage qui nous paraît presque alien. Moi, j'ai pareil une admiration immense. J'essaye d'apprendre à en faire et tout ça, mais c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses, il y a tellement de boutons de manipulation. Mais le rôle que joue la musique dans ma vie, c'est le rôle de bouée, je pense. C'est une bouée qui me console quand je vais pas bien, qui me pousse encore plus loin quand je vais bien. C'est un espèce de supplément de vie. Ta journée prend 15% quand tu lances un album ou que tu découvres une musique que tu aimes. Ouais, c'est vrai. Puis ça se digue hyper vite, quoi. Enfin, c'est fou parce que c'est un art comme le cinéma et pour le coup, tu peux vraiment manger une musique en continu plus que regarder un film 4 fois dans la journée, tu vois. Alors que la musique, elle peut t'accompagner partout. Enfin, et de manière passive aussi. Petite histoire en 3 minutes. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis c'est plus universel, quoi. C'est partout, c'est depuis toujours. C'est fait. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est le seul art par lequel on a des souvenirs qui sont accrochés. Ouais. Je trouve. Les photos, quand même. Alors, je ne sais pas si ce titre va vous rappeler des souvenirs, mais c'est vraiment une illustration extrêmement littérale de la série, puisque pour démarrer, j'ai choisi Lord avec Royals. Ah bah oui. Le score sur Radio Nova.
Lord sur Nova avec Royals et toujours en compagnie de Raika Hazanavicius et Jérémy Gillet. Bienvenue au XVIIe siècle. Ses us, ses coutumes et son amitié dangereuse, la série qui démarre ce soir sur France 2. Et dans cette bande-annonce, Raika, ton personnage a un message pour sa maîtresse. Sortez vite! Un gentilhomme est là, il est venu demander votre main. Le favori du roi. Vous me demandez à moi de prendre influence sur la reine de France. Vous auprès d'Anne et moi chez le roi. Nous serons les maîtres de ce royaume. Tant que lui n'aura pas fait un garçon à sa femme, le trône sera fragile. S'il n'occupe pas la place, un autre pourrait la prendre. Vous savez combien vous m'êtes cher? Je vais consacrer ma vie à votre bonheur. N'est-il pas irrésistible? Le duc de Chevreuse, mon frère. Je ne cesse de penser à vous. Le véritable amour est une brûlure délicieuse. Désobéir au roi va vous mener à la Bastille, ma fille. La reine a besoin de la duchesse. Je ne saurais me dérober. Marie de Rohan, l'héroïne, on peut le dire, Absolument. et l'intrigante en chef, c'est Kelly Depeau. Anne d'Autriche, c'est Stéphanie Gilles. Raika, tu es Hélène Dulatz. Jérémy, Louis XIII. Je parlais du ses coutumes. J'ajoute ses mœurs, ses costumes. Est-ce que vous étiez tous les deux bons en histoire ou vous avez dû potasser cette période bien particulière? Moi, j'ai appris énormément au contact Ouais. d'Alain, le réalisateur, qui a travaillé en fait pendant des années et qui s'est intégralement inspiré d'événements réels. C'est une série qui se différencie des autres séries historiques par le fait notamment qu'elle est entièrement fidèle historiquement. Et il tenait aussi à prendre des acteurs et des actrices qui avaient vraiment l'âge des personnages historiques quand les événements leur arrivaient. Parce que Louis XIII, il s'est marié, il avait 14 ans. C'est ce qu'on représente dans la série. C'est même la scène d'ouverture. Et la nuit de noces se passe extrêmement mal. Comme on peut l'imaginer chez deux jeunes gens de 14 ans qui ne se sont jamais rencontrés, a priori. Absolument, à 14 ans, avec en plus ce manque total de pudeur et d'intimité qui est que la cour entière quasiment les regarde. Ouais. C'est lunaire. C'est Donc assez cauchemardesque, je dois dire ça. Ah oui. Mm. Donc on peut comprendre qu'il ait du mal à retourner dans le lit de la reine après ça. Est-ce que c'est facile pour des jeunes gens modernes et a priori déconstruits de se plonger dans la psyché d'une jeunesse qui est beaucoup plus corsetée? Non, c'est dur. Ouais, bah... Ouais, c'est dur en vrai. C'était un vrai challenge. C'était un vrai challenge, même surtout c'est sur un personnage féminin, donc il y a une féminité qui se raconte à l'époque, qui a aujourd'hui aussi évolué, donc comment l'interpréter, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'on y apporte. Et c'était hyper intéressant de travailler à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que c'est pas anodin le casting qu'a choisi Alain, en prenant Kelly en Marie de Rohan, qui est un personnage féminin qui est dur à interpréter. Et Kelly, c'est une fille extrêmement éveillée, extrêmement moderne, et je trouve qu'elle arrive à amener cette force à Marie de Rohan et à en faire du coup un personnage complexe, intéressant, avec des défauts, ce qui est rare pour un personnage principal féminin. Donc ça amène une complexité, et c'est trop bien d'avoir pris des gens de notre âge, non seulement parce que c'est fidèle historiquement, et aussi parce que, qu'on le veuille ou non, ça ajoute une fraîcheur et un regard. Quand on s'empare d'un rôle, on y met forcément un peu de soi. Et du coup, je pense que cette jeunesse, elle est importante dans le sujet. Et il y a quelque chose d'étonnant dans le fait de voir des gens de 20 ans dire du texte du 17e qui était... Le langage est un enjeu. Absolument, Ouais. et c'était un enjeu aussi pour le réalisateur et pour nous même. Enfin, c'était compliqué de dire des phrases du 17e siècle en les disant comme si on disait avec nos mots. Ouais. Donc ça, on a beaucoup travaillé en amont aussi, on a fait beaucoup de répétitions pour que ce soit malgré tout sincère et surtout pas récité. Ouais. Qu'il y a un côté effectivement extrêmement naturel, étrangement avec un texte qui sonne de l'époque. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que Kelly est trop forte et que je trouve que le travail abattu par tous les comédiens, comédiennes de la série. Vous y compris, je le dis, je oui, salue la modestie, mais je dois dire que... Surtout en matière de langage, Kelly, elle a un accent québécois qu'elle a dû gommer, et Jérémy, il a dû apprendre à bégayer. Donc en matière de travail abattu, les deux, ils y sont allés. C'est d'ailleurs marrant d'avoir raconté l'histoire de France avec une québécoise, une espagnole et un belge. On dirait le début d'une blague. Mais en même temps, c'est pas complètement, à part pour le Québec, c'est pas complètement loin de la réalité non plus. Oui, pas du tout. Bon, la Belgique non plus, j'avoue. Moi, je suis belge, donc en plus, il y avait ça. Mais la mère de Louis XIII, qui est Marie de Médicis, Catherine, je sais jamais, zut, j'aurais dû réviser. Je crois que c'est Marie de Médicis, qui était italienne. On a des Anglais aussi dans la série, des ambassadeurs anglais. Anne d'Autriche, qui était espagnole, qui était reine de France, donc 3 nationalités d'un coup. Et en fait, ça montre aussi à quel point la société, dès le XVIIe siècle, était multiculturelle. La haute, disons. La haute, Et ça ne posait pas de problème. Je le dis avec une voix ASMR. Non, ça ne posait pas de problème. On poursuit la conversation sur la série dans un instant. On écoutera aussi Mid avec Song for You. Ce sera juste après la pub.
Le score sur Radio Nova. Nova. Mid sur Nova, Song for You. Et on parle aujourd'hui avec Raika Hazanavicius et Jérémy Gillet de la mini-série Une amitié dangereuse signée Alain Tasma qui débute ce soir sur France 2 et qui est déjà disponible sur France.tv. J'ai noté qu'il y avait une petite hype en ce moment autour de cette période du 17e, c'est la période pré-mousquetaire, mousquetaire. Comment est-ce que vous l'expliquez, cet attrait-là ? Alors moi, je sais pas du tout comment ça s'explique, mais je sais que sur le plateau, moi je suis très très mauvaise en histoire. Vraiment, je comprends pas bien les dates et tout. Et je les comprends, mais j'ai du mal à avoir l'histoire dans la tête. Et j'ai vu la date à un moment écrite. Et j'ai capté que c'était en même temps que les mousquetaires. Et j'avais pas compris que tout c'est juste avant. C'est juste avant, ouais. Et du coup, les époques sont proches, donc les personnages se croisent. Et il y a quelque chose, je pense, d'assez magique quand on se dit que les films qu'on voit, les personnages ont pu se croiser à l'époque. Enfin, il y a aussi un peu, je pense, cet engouement-là, et puis la France rayonnait aussi. Mais est-ce que vous avez grandi avec cette mythologie-là que je vais qualifier de KPDP, je ne sais pas si c'est le terme technique, mais en tout cas, en tout cas les films d'époque, les séries d'époque, est-ce que vous aviez des références en cette matière-là ? Moi, j'en avais peu, mais c'est vrai que la KPDP, il suffit, il faut pas avoir des films pour en rêver quand on est petit. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, du chevalier qui va sauver la princesse en tuant le dragon. C'est quelque chose avec lequel on grandit, une imagerie aussi qui a été amenée, je pense, par Disney et tout ça, ou en tout cas entretenue par Disney. Et donc oui, quand on grandit en ayant ces fantasmes-là, et c'est comme ça qu'on joue quand on est enfant, il y a quelque chose de l'ordre du jouissif quand on nous donne l'occasion, une fois adulte, de mettre ses costumes pour de vrai et de vraiment vivre ces scènes pour de vrai. Sauf que cette fois, il y a des enjeux psychologiques auxquels il faut penser, et ça devient tout d'un coup des vrais personnages. Jérémy, je le disais, tu es Louis XIII, un roi très particulier, à fleur de peau, voire soupolé, ce qui est à cet endroit du pouvoir peut-être problématique. Aïe. Ses colères sont nombreuses, mais surtout c'est un homme timide, maladroit, empêché, sexuellement comme verbalement, mais avec une circonstance atténuante qu'on nommera maman. Oui. Bah oui. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que Louis XIII, il a perdu son père quand il avait 9 ans, qui s'est fait assassiner. Enfin, ça a été le premier au courant. Il est monté sur le trône à un âge... qu'à 14 ans, c'est pas un âge pour devenir roi de France. Il y a autant de responsabilités. Surtout que le bégaiement vient de là, à peu près cette période de l'enfance. En tout cas, c'est ce que les historiens rapportent. Et sa mère, en fait, le considérait comme un débile parce qu'il bégayait, qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas d'où ça venait. Et donc, elle voulait le faire destituer, notamment. Parce qu'elle préfère son frère. Voilà, parce qu'elle préfère son petit frère, parce que son petit frère, il a beau être, pour le coup, moins fut-fut, il est plus à même de remplir le rôle de roi et de rentrer dans les chaussures d'un roi. Donc c'est quelqu'un, Louis XIII, qui a grandi dans la méfiance de tout le monde. Oui, on peut comprendre. Donc c'est de là aussi que vient le bégaiement, de là vient sa froideur, son côté soupolé, comme tu disais. Je pense que c'est de la méfiance et de la froideur pour que personne ne touche au trône de France qui est sacré et qui le dépasse complètement d'ailleurs. C'est tout l'enjeu de la série qui est que lui n'arrive pas à rentrer dans les chaussures du roi. Et il a peur de ne pas être à la hauteur. Ton personnage, Raika, est plus solaire, on va dire. Hélène, dame de compagnie de Marie, intrigante en chef, je le disais. Marie, femme libre. Comment est-ce que toi, tu l'as appréhendé, ce personnage-là ? Parce que tu le disais, effectivement, l'enjeu de ce personnage, c'est qu'elle est beaucoup dans l'écoute, l'observation... en réalité, c'était surtout un travail de relation avec le personnage de Kelly, du coup, Marie de Rohan, parce que c'était ça qui était assez nouveau, que j'avais jamais travaillé, c'était ce rapport de pouvoir entre les deux. Alain nous l'avait vraiment présenté comme on est vraiment amis, on a grandi ensemble dans ces familles. En fait, servir quelqu'un, c'est un honneur. Et du coup, il fallait trouver vraiment cet endroit que dans notre époque, on ne connaît pas trop. De dire voilà, je suis née avec toi, comme il y a un peu dans Azur et Asmar, le dessin animé, quoi. On est ensemble, mais te servir, c'est un honneur, et d'ailleurs, c'est ce qui va un peu teinter toute la relation. Donc, c'était plus trouver cette relation entre nous durant des lectures, d'apprendre à se connaître, et plus tu te connais, plus c'est facile de jouer ce genre de choses. Et aussi, trouver il y a un gros travail de posture dans la série d'époque que, pareil, je connaissais pas et qui était trop, trop cool à découvrir. Par les costumes, le port d'un corset, qui est, je te laisse imaginer, très chiant et très compliqué. C'est tellement agréable. C'est vraiment super. Être entravé, c'est tellement chouette. On a tourné en été, donc il faisait 35 degrés. Dur. Il y a des trucs plus durs, mais c'est pas facile. Mon corps, il n'a pas l'habitude, quoi. On a des corps qui n'ont plus l'habitude de porter ça. Donc mais tout de suite, ça te met dans une position.
Et en fait, je me rappelle d'un jour sur le plateau où je devais faire une scène où je devais préparer la chambre de Marie et partir. Et je commence à le faire, j'étais de bonne humeur, donc je rigole et tout. Je me dis, bon, c'est rien, faut juste préparer la chambre. Et Alain, il m'a dit, attends, qu'est-ce que tu fais ? Faut que tu tiennes comme une servante, pas comme une reine. Et en fait, ça voulait dire vachement de choses sur tout ce qui devait habiter le personnage constamment. Il y a un rapport à toujours avoir la tête baissée. Tout ça, c'est des automatismes qu'il faut trouver. Donc, travailler une révérence, tout ça, ça fait vraiment partie de la vie, comme déplacer un verre aujourd'hui. Donc c'était toutes ces petites choses qu'il fallait bosser et comprendre. Ouais, c'était vraiment du technique et c'était trop bien à découvrir. Et ton travail, il était là aussi dans le fait de ne pas faire du corset une posture. Oui. D'aller contre ce que le corset te faisait faire à ton corps. C'est vrai ? Eh oui. Mais je note d'ailleurs que dans la série, alors je précise, c'est certes une série d'époque, mais comme le dit Alain Tasma, et je suis assez d'accord, ça parle quand même pas mal d'aujourd'hui. Vous verrez des ponts, je vous laisse découvrir, on va pas trop en dire, mais il y a quand même des thématiques qui se croisent où on se dit ah ouais. Mais c'est ce que je voulais, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure, où effectivement aussi le fait d'avoir mis des jeunes, c'est aussi un peu un coming of age de la jeunesse. Ouais, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça à cet âge-là ? Parce qu'on peut pas enlever que même si t'es une reine, une princesse, tout ce que tu veux, un roi, bon bah il y a un moment donné, t'as 18 ans quoi. Donc tout ça s'entremêle aussi, c'est assez beau, ça crée de l'empathie. C'était une vraie volonté d'Alain aussi d'avoir... je sais plus ce que j'allais dire. Mais c'était super. C'est terrible. Je sais plus ce que j'allais dire. Je trouve que ça fait un excellent teasing pour la suite. C'est terrible. Donc ce que Jérémy voulait dire, ce sera dans un instant et on reviendra sur votre parcours commun. Ce sera juste après Georgia Smith et Burna Boy, Be Honest. Qu'est-ce que Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Georgia Smith, Burna Boy sur Nova, Be Honest, toujours en compagnie de Raïka Zanavicius et Jérémy Gillet qui avait quelque chose de très important à nous dire avant que je ne le coupe avant ce titre. Absolument. Sur la série qui démarre ce soir, Une amitié dangereuse. Qui est que Alain a voulu s'entourer aussi d'une équipe de femmes pour raconter cette histoire de femmes. Toujours une excellente idée. Et bien sûr, évidemment. Donc il a pris une chef opératrice, il a pris une première assistante, il avait évidemment une coordinatrice d'intimité pour les scènes qui le requieraient. Non. Qui en avait besoin. Qui en avait besoin, merci beaucoup Raïka, toujours là pour me sauver la vie. Voilà. Et que je trouve ça super venant de la part d'un homme qui malgré tout a son âge, il a plus de 70 ans, et de se remettre en question vis-à-vis du propre environnement dans lequel il a grandi, pour s'entourer d'équipes de femmes et de jeunes qui comprennent les enjeux que lui veut raconter, peut-être même mieux que lui. 2 salles, 2 ambiances, votre rencontre à tous les deux remonte à la série d'Ovidie, Des gens bien ordinaires, 2 saisons toujours dispo sur MyCanal. Un point commun, cependant, outre votre présence, le sexe comme enjeu de pouvoir et outil d'émancipation. Ça fait un pont entre les 2 séries, je suis désolée de le dire quand même. C'est très vrai. Oui, c'est vrai. Après, dans Des gens bien ordinaires, le sexe et l'industrie pornographique ne sont utilisés comme une toile de fond. Tout à fait. Pour mettre en exergue les situations de sexisme ordinaire. En fait, Ovidie en parlait très bien, c'est-à-dire qu'une situation de sexisme ordinaire ne va pas nous choquer dans la vie. Elle va même nous passer au-dessus, on ne va même pas le voir. Alors que quand les rapports de force sont inversés... Oui, parce que c'est le cas. Absolument, c'est une dystopie qui se passe dans un matriarcat. Par exemple, mon personnage en saison 1 sort avec une femme qui a 10 ans de plus que moi. Et le personnage joué par Andrea Bescon dit « Ah oui, c'est courant, c'est la norme, c'est plutôt l'inverse qui choque. Ouais. » Par exemple. Oui, c'est vrai. T'es Romain, étudiant en sociaux, aspirant comédien dans le porno, par rébellion et par envie d'ailleurs. Toi, Raïka, t'es Isor, sa meilleure amie. Comment est-ce que vous avez tous les deux accueilli ce projet ? Ah, moi, j'étais trop contente. Mais moi aussi. Oh là là, c'était trop cool. Mais quel banger. Ouais, c'était super. La série est géniale aussi. La série est trop bien. De manière, tous les projets qu'on fait ensemble sont au top. C'est toujours le cas. Il se check. Et il se check. Non, pardon. Non, parce que c'est encore une variation autour du patriarcat. Absolument. Mais sur Des gens bien ordinaires, il y avait une grosse différence déjà dans la préparation de la série qui était qu'on était leadé par Ovidie sur un sujet du coup moderne. Donc il y avait un enthousiasme énorme de servir à un projet qu'on savait avec un fond politique parce que le passé documentariste et journalistique de Ovidie menait à ça. Donc non, vous étiez rassurés. Vous saviez que le sujet serait maîtrisé. Parce que, le truc, c'est que c'est quand même une gageure que de réussir une série qui est jamais obscène dans le monde du porno. Vous étiez tout de suite en confiance, j'imagine. Il n'y a pas eu de danger de ce côté-là. Et on était en safe place. Parce que je me souviens qu'Ovidie, par exemple, à la lecture de Des gens bien ordinaires, moi, je riais déjà.
c'était drôle. Mais elle n'en avait pas conscience. Oui, Ovidie n'avait pas capté à ce moment-là que c'était drôle. Elle nous l'a dit après, elle a dit je me suis rendu compte au montage que c'était marrant. Mais oui, il y avait un enthousiasme d'aller dans ce projet qui n'était jamais vu aussi, dans un truc d'inversion des genres. Enfin, il y avait tout un truc qui n'avait jamais été fait et un format aussi assez fun. Même, c'était un peu un crash test pour tout le monde. C'est-à-dire que Ovidie, elle n'avait jamais réalisé de fiction longue. Elle avait réalisé pléthore de documentaires et un court-métrage qui s'appelle Un jour bien ordinaire et duquel est adaptée la série. Mais Magnéto, la société de production, n'avait jamais produit de fiction longue non plus. Moi, j'avais jamais fait de rôle principal. Et c'était un peu un crash test pour tout le monde. On se regardait dans les yeux en disant on espère que ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Vous avez une autre série en commun, mais pas de scène commune. C'est dans Nudes sur Prime. Toi, Raïka, dirigée par Andrea Bescon. Toi, Jérémy, par Lucie Borletot. De cyberharcèlement, il est question. Il y avait un indice dans le titre. Et encore une série, je n'irai pas jusqu'à politique, mais en tout cas drôlement concernante. Est-ce que ça entre en ligne de compte dans vos choix respectifs ? Bien sûr. Oui. Oui, moi, clairement, je préfère me définir par les rôles que je fais. Ouais. Je trouve ça plus intéressant. Je trouve que du coup, ça permet aussi de parler de soi en filigrane, mais sans attirer la lumière sur nous en tant que personne. Parce que ça, c'est pour le coup moins intéressant, je trouve. Mais de parler de soi au travers des rôles qu'on fait, il y a quelque chose de l'ordre même de l'alignement avec sa propre personne. Et je me souviens, pour Nudes, moi, je jouais un pédophile, donc pour le coup, qui n'a rien à voir. J'étais vraiment un peu le méchant de l'histoire. Et j'étais très touché que Lucie pense à moi, parce que pas ce que je pense dégager dans la vie. En tout cas, ce climat d'inquiétude, c'est pas quelque chose qu'on m'a souvent donné comme caractéristique. Et je lui ai demandé à Lucie, après qu'elle m'ait confirmé que c'était moi, pourquoi tu m'as pris ? Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit parce que j'avais besoin d'être certaine que ce serait un safe play sur le tournage. Ouais. Évidemment, quand on touche à des sujets aussi lourds et aussi graves. Bien sûr, et quand on a une actrice qui avait 16 ans, qui est Nelly Gann, qui avait 16 ans, qui jouait une fille de 14 ans. Moi, j'en avais 22, je crois, et je jouais un rôle de 27-28. Donc, c'était de l'ordre vraiment de la composition et de la performance, entre guillemets, ce qui, moi, m'anime beaucoup. On continue de parler de séries et de vos parcours respectifs. Ce sera juste après The XX avec Loud Places. Le score sur Radio Nova. The XX sur Nova, Loud Places est toujours en compagnie de Raïka Hazanavicius et Jérémy Gillet. On parlait de votre parcours commun, ce qui est quand même assez fou d'avoir participé à 3 séries, quand on est 2 jeunes comédiens, enfin 3 séries ensemble, j'entends. Il y en a 2 autres dans lesquelles, cette fois, vous ne vous croisez pas. Il y a par exemple Malditos de Jean-Charles Hue qui est sur Max. Raïka, tu y incarnes la Juliette de ce Roméo et Juliette chez les Gitans. Exactement, oui, c'est une série du coup qui vient de sortir qui parle du coup d'une rivalité entre 2 communautés issues du monde gitan, une communauté de voyageurs et une communauté d'Andalous. Ouais. Et non, c'était un projet vraiment fou que pareil, j'avais jamais fait ça. C'était assez dingue parce que Jean-Charles, c'est un réalisateur qui de base est dans un cinéma très niche, on va dire, assez auteur, qui ne travaille quasiment qu'avec des non-acteurs. Surtout la famille Dorkel qu'on retrouve dans cette série, qui parle beaucoup de la communauté des gens du voyage. Et là, du coup, il y avait ce pari un peu fou de faire une série, donc un format beaucoup plus long, avec aussi des plus grosses équipes. Et du coup, il nous a mis, nous, 5 acteurs, avec tous ces vrais gens autour. Et ça a créé en fait un mélange qui était risqué pour tout le monde, parce qu'il fallait que la mayonnaise prenne, mais une expérience qui était vraiment incroyable, où j'ai pris énormément de plaisir. C'était vrai, quoi, tout le temps. Donc c'est assez magique, ce genre de truc. Et alors, Jérémy, j'ai envie de te dire que tu ne lâches plus le trône, puisque donc effectivement, tu es Louis XIII dans cette mini-série, mais tu avais déjà été Louis XV dans une précédente série d'Alain Tasma, Les Aventures du jeune Voltaire. Et je suis tombée, donc tu vas me dire si info ou intox, Martin Scorsese presents The Saints, où tu serais Charles VII, le dauphin du roi de France. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? C'est vrai. Non, mais bon, déjà c'est chouette parce que ça fait 18 rôles d'affilée, donc ça me fait, génial. Ça fait une carrière tracée, c'est bien. Non, mais c'est pas une coïncidence le fait que 2 fois Louis XV et Louis XIII, parce que Alain, en fait, on s'est rencontrés quand je faisais Louis XV. J'avais 1 jour, c'était rien du tout, j'avais juste 3 séquences, mais juste quand même. On s'est bien aimé, on s'est tapé dans la main, on s'est dit dans 2 ans, et moi je pensais que c'était une blague, et en fait non. Et 2 ans après, il m'a. Tu as dit dans 2 ans ? Non, il m'a pas dit dans 2 ans, c'est pour le storytelling bancaire. Mais alors le dossier Scorsese. Non, mais qu'est-ce que cette diablerie ? Oui, j'ai joué.
série de documentaires produits par Martin Scorsese, dont l'objectif, en fait, là où d'habitude les documentaires historiques se servent d'images d'archives comme des images d'appoint à la narration et où la narration prime, là, l'objectif, c'était l'inverse, c'était de raconter vraiment une fiction historique avec, pour pallier à quelques ellipses, Martin Scorsese qui apparaît au milieu de ton écran et qui... Mais moi j'aime bien la manière très détendue qu'il a de dire ouais je suis dans un truc avec Scorsese. Ouais. C'est quoi le problème? Non mais c'était pas avec... Allez voir ses stories privées à ce vous moment-là. êtes quand même dans la même série, excuse-moi, mais c'est pas... Non mais oui, dit comme ça c'est anodin. absurde, mais bon, c'est pas comme ça que c'est vraiment arrivé. Mais par contre on l'a eu en zoom à un moment sur le tournage qui nous a dirigé, j'ai fait genre... Okay. Allez, bonjour monsieur. Ça marche, merci. C'est-à-dire qu'il sait que j'existe. Il sait que t'existes. C'est absurde. Voilà. Non mais c'est formidable. Bah, c'est très chouette. Mais pareil, c'était un jour, c'était un peu pour le clin d'œil aussi. C'était un copain qui m'a dit j'ai ça t'intéresse? Je dis, bon, oui. Avec Martine. Mais voilà. Tout à fait, j'y vais, il y a pas Comment de problème. ne pas. Je me suis demandé tous les deux, parce que vous êtes encore de jeunes comédiens, comment elle est née votre envie de ciné, de série, de fiction de manière générale? Moi, c'est venu très tôt. Quand j'avais 7 ans, j'étais en Belgique et je venais de la campagne. Et donc, c'est quelque chose dont on ne connaît pas vraiment les codes. On sait juste qu'on le veut. Et j'ai grandi avec des films un petit peu comme Seul échappatoire. Donc, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attiré et duquel j'avais envie de faire mon métier. En plus, il y avait le côté partir, tout court. Partir de Belgique, arriver en France... être dans un grand bain rempli d'inconnus où on ne sait pas qui tu es, ce que tu fais, où en fait on est beaucoup plus anonyme quand on est dans une grande ville. Donc partir de zéro dans cet endroit-là m'a fait beaucoup de bien, pour pas dire sauver un peu la vie. Et donc j'ai commencé comme ça, avec une volonté de passer des essais pour jouer dans des trucs. Et puis j'ai toqué à des portes et il y a des gens qui ont ouvert, donc j'étais très content. Et toi, Raïka? Moi, je viens d'une famille qui vient du cinéma de base, donc j'ai grandi dans cet environnement très culturel où j'ai toujours eu la chance d'avoir des films autour de moi, toute cette culture-là. Quand j'ai eu 9 ans, je suis allée vivre en Martinique avec ma mère. Du coup, ça a été assez loin de Paris et ça a été assez chouette parce que par mon ordinateur, j'ai pu en fait continuer ce truc-là et découvrir plein d'autres films. Et ça a vraiment éveillé cette passion. Et c'est quand je suis rentrée à Paris que le métier d'actrice s'est un peu plus dessiné. Forcément, j'ai plein de privilèges à ce niveau-là. Et je me rends compte que déjà que ça a été une trajectoire personnelle de se dire, voilà, j'ai envie d'être actrice, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est possible, malgré que... dans ma famille, j'ai de la représentation, j'ai plein de conseils, des aides, enfin tous les privilèges du népotisme qui existent, quoi. Et ça a quand même été une décision de se demander, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que c'est le résultat d'un héritage ou une réelle passion. Et puis en fait, en le faisant, j'ai découvert à quel point ça me faisait du bien, à quel point j'aimais ça, et c'est vraiment une chance. Et un privilège énorme. Donc, et à quel point tu es bonne dans l'exercice, on peut le dire aussi. Gentil, c'est pas toi qui peux le dire, mais c'est moi. Moi je le dis, voilà, elle est faite pour ça. Moi aussi. Engagez-la. On marque une courte pause publicitaire, on revient juste après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Raïka Hazanavicius et Jérémy Gillet, venus nous parler de la série, de la mini-série qui démarre ce soir à 21h10 sur France 2, Une amitié dangereuse. Et ce sera à retrouver en 4 épisodes. Travailler sur le temps long, comme ça, sur un personnage. Alors, certes, vous avez déjà fait de la série, mais est-ce que ça aide dans la formalisation du personnage ? Oui, je pense. Après, c'est une fiction qui fait 4 épisodes, donc le temps de tournage n'était pas démesurément long par rapport à une fiction classique. C'est 4 heures de fiction, donc ça paraît gigantesque sur le papier, mais le rythme télé étant un petit peu plus rapide que le rythme cinéma, bon, ça tend à s'équilibrer, mais enfin, voilà, quand même. C'était un tournage somme toute comme un autre. J'ai pas senti ça comme quelque chose de particulièrement long. Non, mais je veux dire par là parce qu'on parlait tout à l'heure de l'enjeu du langage, c'est-à-dire de maîtriser un langage du 17e qui est pas le tien, c'est-à-dire quand il faut rester dedans. Avec toi en plus un truc supplémentaire puisque tu le disais, ton personnage Louis XIII est bègue. Oui. Et tenir ça au long. Alors évidemment c'est moins pénible que j'imagine quelqu'un qui l'est réellement, ce qui doit être. Bien sûr, il y a plein de gens qui en souffrent, mais ça m'a permis de toucher du doigt un petit peu cette
c'est ça, ce bégaiement, et de me dire, mon Dieu, mais au quotidien, ça doit être tellement l'enfer. Donc j'embrasse tous les becs de France et je vous souhaite énormément de courage. Mais on en revient, et c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant avec une orthophoniste qui nous a emmenés sur plein de pistes, dont une très bonne que j'ai gardée par la suite, qui est qu'elle m'a appris qu'en fait, tout le monde est bégaye. Enfin, tout le monde bégaye dans la vie. C'est-à-dire que toi, tu bégayes peut-être à 0,7%, moi je bégaye à 1%, Raika à 0,2%. Et l'idée, avec le travail qu'on a fait, c'était de trouver dans les 1% dans lesquels je bégaye, pourquoi, par qui, comment, dans quelles circonstances, et de pousser et d'étirer ce pourcentage à 20%, qui est le barème à partir duquel tu es considéré comme bègue. Voilà, donc il s'agissait de trouver le bégaiement qui était le mien, qui m'était propre, et ne pas avoir de référence, que ce soit des références fictionnées comme Colin Firth dans Le discours d'un roi, que j'ai évidemment regardé parce que ça parle de roi et de bégaiement, donc évidemment je ne pouvais pas passer à côté. Mais j'ai regardé les témoignages, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans mon travail. Avant de conclure, j'ai isolé 2 petits extraits qui sont susceptibles de vous parler. Je laisserai donc l'intéressé se manifester à l'issue du premier son. We do not fight in this house with pillows made of hand-dyed silk. Jérémy me regarde de manière très interrogative. C'est Brie Van de Camp, soit Marcia Cross dans Desperate Housewives de Marseille. J'ai pas reconnu la voix de Marcia Cross, c'est terrible. Moi, je le regarde en français, Desperate Housewives. Ah bah oui, mais je me doutais qu'il allait avoir un moment... La VO est très bonne, je l'ai vue 2 fois, je crois. Une fois en français, une fois en VO. Brie Van de Camp, pourquoi elle, Jérémy ? Pourquoi elle ? Parce que c'est une icône, parce que je l'adore, parce que j'ai eu la chance en plus de la rencontrer à Sérimania et qu'elle était tout aussi... Marcia Cross était à Sérimania, bien sûr. Il y a l'année dernière, je crois, quand j'y étais. Et qu'elle est tout aussi adorable que son personnage est détestable et psychorigide. J'ai cru que c'était la fin de la phrase, j'allais dire, c'est chelou, elle est quand même pro-lobby des arts, homophobe, beaucoup quoi. Non, elle Briotti a le droit à une seconde chance. Inversement proportionnelle à sa sympathie dans la série. Et que c'est un personnage que je trouve incroyable et qui m'a beaucoup aidé, même quand je parlais de séries et de films que je regardais en grandissant. Il y avait aussi cette série-là, Desperate Housewives, qui est quand même, que j'ai vue 2 fois, qui est la seule série que j'ai vue 2 fois. Et qui est longue. Qui est très longue, il y a 8 saisons. Mais c'était comme un petit bonbon. C'était vraiment quelque chose qui me rassurait après les cours, quelque chose que je regardais avec ma sœur aussi beaucoup. Être rassuré par Wisteria Lane, c'est quand même très spécial. Ça témoigne. On n'a pas tous la même enfance. Je vous laisse imaginer la gueule de l'enfance. Je comprends. Sans surprise, le deuxième son est pour Raika, mais je te laisserai expliquer pourquoi après. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi pour défaitisme, désertion, menée antipatriotique, idéologie décadente et propos obscènes. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Mais ça, je l'ai. Hayao Miyazaki, je t'aime. Bien sûr. 1992. Oui. Et t'as mis la VF avec Jean Reno qu'elle préfère d'ailleurs. C'est vrai. Ça, je ne le savais pas, j'avoue. Je l'ai tenté. Mais bravo, bien joué. Bravo. Non, c'est vrai, c'est marrant parce qu'on parlait d'Hayao Miyazaki en venant et des musiques. C'est un point commun qu'on a pour le coup. C'est des films que j'aime vraiment, vraiment énormément, comme plein de gens. C'est ce qui m'a initiée à la culture du cinéma, d'animation japonaise. Ça fait partie des premiers films... sur lesquels j'ai pu débattre avec mes copains au lycée, qu'on avait vu et que tout le monde n'avait pas forcément vu et du coup qui crée vachement de liens. C'est aussi un cinéma qui m'a éduquée dans les personnages, dans le sens où c'est la première fois que je voyais des films où il n'y avait pas un gentil, un méchant, qui est plus une culture américaine, du coup le bien, le mal, etc. Et là, t'as genre dans Princesse Mononoke qui a été un peu ma bible pendant très longtemps de vie, et t'as vraiment chacun qui se bat pour ses intérêts et de la complexité comme il peut y avoir dans la vie chez tout le monde, donc c'est des films que je trouve hyper importants, et d'ailleurs depuis qu'ils sont sur Netflix, c'est trop bien parce que plein de gens ont pu les voir et c'est devenu des refs énormes, et donc c'est trop cool quoi. Tu l'as vu en grandissant? Ouais, je les ai vus les premiers, ma cousine, elle est fan d'animation, elle fait de l'animation et c'est elle qui m'a montré ça, et on jouait à Princesse Mononoke. Quelle chance. Avant de découvrir votre playlist commune, car telle a été votre mission, dernier titre choisi par mes soins, on écoute Olivia Dean avec Nice to Each Other. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Nice to Each Other, c'est signé Olivia Dean. Olivia Dean a retrouvé en interview à 20h sur les réseaux de Nova au micro de l'excellent Malo Le Fur. Je vous engage vivement à aller regarder, mais bien sûr. Si on est sur une radio de qualité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et vous êtes toujours en compagnie de Jérémy Gillet et Raika Hazanavicius. Avant de découvrir votre playlist, il y a une autre épreuve redoutable de cette émission. C'est un questionnaire sur la musique qui est lié à vos souvenirs.
Tu parlais de la musique comme d'une capsule temporelle. Là, vous allez être servi. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Et moi, je ne peux pas vous demander de justifier vos... Non, pas du tout. C'est sur vos souvenirs. Je ne peux pas vous demander de justifier vos choix. C'est vraiment que de l'affect. Il n'y a pas de... D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je sens que plus ou moins. Mais oui, on y va quand même. J'ai pas compris les règles, je crois. Je pose des questions, tu réponds du tac au tac. J'ai fait une explication vraiment très compliquée. Ça n'a aucun sens. Non, mais en mode, quelle musique te fait penser à ça? Pouf, tac. Beaucoup trop de mots dans cette explication. Donc allons-y directement. Quel est le titre qui symbolise le mieux votre enfance? American Boy de Estelle. Très bien. Raïka. American Boy de Estelle. Non. C'est pas parce que vous faites que des séries ensemble qu'il faut répondre d'une seule voix à toutes les questions. On a 2 neurones. Je suis Jérémy, pardon. On a 2 neurones et on les partage en permanence. Je sais, Claude Nougaro, La Farine, que j'écoutais avec mon père dans la voiture. Très bien. Le titre qui symbolise votre adolescence? Amel Bent, où je vais. Très bien. Et peut-être bien genre Burn de Ellie Goulding. Je ne sais pas, ça me vient. Et en fait, t'as raison, et non, pardon, Hold You de Gypsian, c'est ce que je voulais mettre en plus. Mais oui. Son nom parlait que j'ai écouté toute mon adolescence. Votre hit de karaoké? Mika Grace Kelly. Dalida. Ah oui, on est sur une personne qui a des aigus, quoi. Enfin, vraiment, ou très téméraire. Ah oui, ok, non, très bien. Peux y aller. Dalida, Mourir sur scène. Très bien, le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Irruption de Gaël Faye. Ok. Je suis pas super surprise. C'est vrai. Quand même. Qu'on serait surpris de trouver dans ma playlist, franchement, je suis sans surprise, moi. Non, ok, je prends cette réponse, parce que c'est ainsi. Je vois pas ce qu'il y aurait de surprenant. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ah, marrant, t'écoutes ça ». Si par exemple tu m'avais dit, moi j'écoute en boucle Patrick Sébastien, Les Sardines, j'aurais fait ah ouais. Mais tu sais quoi, c'est marrant, j'étais sûre qu'on allait citer Patrick Sébastien et je l'ai pas dans ma playlist, je suis presque dégueu là. Non, vraiment, ça va. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse? Madonna, Hangout. Ouais, ça c'est une très bonne réponse. Avec la choré qui va avec? Ouais, grave, total. Toi, je la trouve en 2 secondes. Trop forte. Les moulinets. Cascada Every Time We Touch. C'est vrai? Oui. Théo Rodens aussi. Ouais. Comme Pio Marmaille, figure-toi bien. Le titre qui vous fait sortir de la piste de danse de manière immédiate? Patrick Sébastien. Voilà. T'es dur. Oh, je suis désolée. Oh, une belle chenille à 4 heures. C'est pas ma DA, je suis désolée, j'ai rien contre, mais j'ai pas grandi dans ça, je suis désolée. Non, moi, les slows, j'aime pas la dynamique des slows. Vrai genre Someone Like You d'Adèle à 2h du mat. Non, j'adore, moi. Et puis pour ne rien vous cacher, au moment où on vous parle, il fait une chaleur de bête. Donc là, tu t'imagines danser un slow par cette chaleur. Merci, mais non merci. Votre chanson de comédie musicale préférée? Audition, La La Land, Emma Stone. Ça serait quand même Les Demoiselles de Rochefort. Ah oui. Ouais, et ce serait la chanson du comment il s'appelle? La chanson de Delphine? Non, justement. L'autre. La chanson de l'ancien. Quand il lui dit non, mais qu'est-ce que tu de moi? Pardon. Non, mais on est là pour ça, vraiment. Il n'y a pas de souci. On peut se retourner, appuyer sur un buzzer imaginaire. Je te veux dans mon équipe. Ah oui, j'ai aucune capacité à apprendre quoi que ce soit. Mais enfin, bon. Et enfin, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Ce petit truc pénible, ce truc qui vit. Tellement. En ce moment. Indépendamment de toi, dans ta tête. En ce moment, l'intégralité de Théodora. Vraiment qui. Ouais. Mais c'est pas trop pénible ça. Non, bien sûr. Non, c'est pas pénible du tout. Mais simplement, une fois que je l'ai écoutée, c'est terminé. Genre, elle doit me payer un loyer pour le temps qu'elle passe dans ma tête. Ouais, la location de ma tête, voilà. Franchement, j'en avais une hier, c'est marrant, mais là, comme on est là l'un en face de l'autre, ça m'est sorti de la tête. Tant mieux pour toi. Du coup, ouais. Mais je vais devoir la rechercher et je vais relavoir. En je sais, c'est le truc là hyper sensuel sur les trends TikTok là de Whisper Careless. Ah, Careless Whisper. Careless de Wham, tu veux dire? Ouais, tu vas regarder. Pour toi, c'est une trend TikTok. Moi, c'est toute mon adolescence. Non, mais en vrai, oui, non, c'est pas une trend. C'est juste un petit coup de pelle pour finir l'émission. C'est toujours sympa. Non, en plus, ça fait grave mal de dire ça. Pas du tout. C'est genre, j'ai ce son dans la tête vachement. Mais j'ai aimé le assez sensuel. C'est fait. Ouais. Il y a du saxo. Je rappelle, sans aucun rapport, mais parce que vous avez admirablement rempli cette épreuve, qu'Une amitié dangereuse, c'est ce soir sur France 2 à 21h10, que c'est déjà dispo sur France.tv, que c'est une excellente série d'Alain Tasma avec Kelly Depot, Stéphanie Gilles, Raïka Zanavicius et Jérémy Gillet. Et il est grand temps de passer à votre playlist, si vous êtes d'accord. Absolument, oui. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas d'accord, on va passer à votre playlist quand même. Pour démarrer, alors je crois que c'est toi, chez Radio Nova. Je crois que c'est toi, Raïka, qui a choisi Pony Pony Run Run. Oui. Hey You. Rapidement, pourquoi ce titre? Je l'écoutais vachement quand j'étais ado, j'aimais trop.
C'était jovial et voilà, j'aimais bien. J'avais l'impression d'avoir déniché un truc de fou. Je l'avais trouvé sur YouTube et c'était en mode ouais, j'ai déniché un truc alors que c'était juste très très connu. The XX pour clore le score dédié à Raika Hazanavicius et Jérémy Gillet venu nous parler d'une amitié dangereuse. J'avais envie de le tenter comme ça. Je sais pas pourquoi. C'était très ASMR. Pour faire un truc un peu peur. Merci mille fois à tous les deux d'être passés par ce Merci à vous, merci beaucoup. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. David Bowie. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.